Bonsoir. Nous nous excusons des petits tracas de mauvaises adresses, de programmes pas à jour et tout ça, mais bon, ça, Antonella vous expliquera. Avec Antonella Tufano, nous sommes heureuses de lancer la troisième saison 23-24 du cycle La ville au prisme des genres. On a même changé le titre parce qu'avant c'était du genre et maintenant c'est des genres. Soirée co-organisée avec la Sorbonne Saint-Charles et la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Je remercie nos invités qu'Antonella introduira. April Saint-James, Carole Brandon, Anthony Maté. Et bien sûr, le public qui est ici, dans nos murs, sur le site. Donc, merci de votre courage d'avoir traversé tout Paris pour venir dans les murs de la cité. Je sais que ce n'est pas facile. Et nos amis sur Facebook. Donc, je ne sais pas trop où est Saskia, mais chaque fois, je fais un petit coucou à Saskia si elle est à Dakar. Ainsi que les deux régisseurs qui nous accompagnent ce soir, Florian et Mathieu. Je voulais vous noter les 3 prochains rendez-vous qui seront ici dans cette salle, donc 7 avenue Albert Demain, le 7 février, le 13 mars et le 24 avril. Je vous souhaite une bonne soirée. Non, ça marche. C'est bon. Donc, voilà, c'est ça. Oui, justement, le sémiologue nous expliquera la symbolique qui est liée derrière. C'est clair. À mon tour de vous dire effectivement bonsoir et bienvenue. Nous sommes toujours ravis d'avoir un public car, comme vous le savez probablement, on aura d'abord les trois interventions les unes après les autres où on va bien faire attention à garder le rythme et ensuite la parole sera à vous car vraiment ça se construit quelque part la ville au prisme des genres se construit dans le dialogue qu'on a installé depuis 2 ans avec Fiona. Je la remercie, Fiona Meadows et puis la Cité de l'Architecture, car sans eux, on ne pourrait pas avoir ce temps et on ne pourrait pas avoir non plus les vidéos qui sont en ligne et qui construisent avec nous les archives de ce sujet aussi vivant. Donc, pour compléter ce que Fiona a dit, en effet, on termine, on clôt ce soir la deuxième session qui portait plutôt sur la relation entre la ville, l'architecture et les comportements qui peuvent induire une sorte de unification, on va dire, des comportements genrés. C'était ça. Et c'est la raison pour laquelle on a ce soir autour de la table ou en distanciel car elle ne peut pas être avec nous, à la fois une designer, une plasticienne et un sémiologue. Donc, ça nous permettra de clôturer. Et je vais dire, comme d'habitude, vraiment 1 minute pour introduire la séance. Par contre, pour compléter ce que Fiona a dit, la prochaine session sera, comment dire, on retournera en ville. Ça marquera le retour en ville. Et en effet, on va questionner la possibilité de se donner pour la ville l'horizon de la Queer City. Ça sera en effet l'objectif de la session qui va s'ouvrir en février, la première date. Donc, pour ce soir, c'est vraiment une session de jonction quelque part entre tout ce qu'on a questionné sur les comportements et puis au fur et à mesure quelque chose qui est lié aux échelles. Donc, dès le début de cette deuxième session, on a vu que l'enfant et l'adolescent étaient vraiment des sujets super passionnants pour voir comment quelque chose qui pourrait se libérer reste contraint par justement des objets, oui, des vêtements, tout ce qui est quelque part
à l'intérieur et à l'extérieur. Et à partir de ce thème, on a dit on va voir quel rôle peut jouer une forme, on va dire, de projet qui n'est pas proprement parlé celui de l'architecture, mais par exemple celui qui peut être fait par le design. Parce qu'effectivement, dans les espaces intérieurs de l'architecture, souvent, ce sont les designers qui vont intervenir. Donc, pourquoi c'est extrêmement important pour nous, comme je le disais, parce que effectivement, la construction pardon, du genre, ça va être dit tout à l'heure, se fait très tôt et parfois se fait d'une manière involontaire. C'est-à-dire que finalement, par habitude, parfois, on va dire par croyance presque, on véhicule certaines choses qui n'ont pas lieu d'être, alors qu'on pourrait profiter effectivement de la richesse qui est liée à ces premiers moments de construction de l'identité. Et notamment par rapport à la notion de jeu, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça peut être en même temps, comme beaucoup de théoriciens l'ont dit, alors les très connus de Piaget, Mead, ou même plus spécialistes du jeu Huizinga, en effet, c'est le moment qui permet de augmenter la capacité cognitive, enfin ça pourrait, mais parfois ce temps devient le lieu de la construction des stéréotypes. Et c'est effectivement ça qu'on essaye de questionner ce soir, hein, parce que en même temps qu'on peut, on va dire, subir, c'est vrai que les concepteurs, donc les designers ou même les artistes, hein, avec leur regard, peuvent déconstruire ce moment. Et c'est effectivement ce qu'on va voir dans les deux premières interventions, c'est comment on déconstruit ce qui est imposé. D'où cette importance, alors je leur ai dit, du design. Je tiens à parler ici dans la Cité de l'Architecture de ce thème qui est vécu parfois d'une manière très limitée, comme simplement la conception d'objets, alors que c'est vraiment une manière assez large de parler de l'espace et peut-être d'un espace qui est relatif au corps, d'où l'importance, encore une fois, du corps. Et dans toutes les recherches qui ont été faites. Je vais peut-être simplement citer une chose. C'est un design, on va dire, bien intentionné qui peut déconstruire, mais il y a un design qui se laisse contraindre par des formes de marketing qui peuvent, elles, par contre, contribuer à vraiment renforcer ces comportements. Du coup, pour le design, il s'agirait par exemple de voir comment il faut mieux questionner qui fait et élargir le spectre des concepteurs, car nous l'avons dit dans la première séance, par exemple, la ville, parfois elle est genrée parce que souvent les maîtres d'ouvrage continuent à être des hommes hein, sur les places décisionnaires. On l'avait dit vraiment au tout début, ce sont des rôles qui ne sont pas encore largement partagés. Donc, qui fait les choses? Pour qui on les fait, donc se questionner et comment sortir quelque part par exemple dans le design, souvent on utilise des personas et c'est vrai que dans les personas, on questionne très peu ce qu'il y a au-delà de hommes, femmes et des questions d'âge. Alors qu'effectivement, on pourrait largement ouvrir le spectre de pour qui on fait les choses. Et puis, effectivement, il y a un troisième niveau de lecture qui est non pas la personne, on va dire l'usager, mais celle le destinataire, c'est-à-dire tous ceux qui observent ces objets. Donc, comment les objets nous parlent a posteriori, une fois qu'on va dire le projet est sorti de ce dialogue entre celui qui fait, celui qui reçoit, les objets restent et les objets continuent à construire un autre cadre de vie dans lequel effectivement on peut agir et se comporter. Et c'est la raison pour laquelle à la fois les espaces, les objets, peut-être les jeux
comment on arrive à déconstruire certains jeux, certains stéréotypes, ça peut nous aider. Et parmi par exemple, les choses qui se forment très tôt avec le jeu, il y a la question qu'on n'abordera certainement pas d'une manière approfondie, mais qui mérite d'être dite, c'est comment les vêtements et les couleurs, par exemple, des vêtements peuvent être associées à quelque chose qui est genré. Et donc là aussi, il y a vraiment des choses à déconstruire sur le type de vêtements parce que ça peut devenir effectivement une prison. La manière de se vêtir pour une fille, finalement, ça correspond à des comportements. Et si quelque part, si on est dans une caricature ou qu'on veut simplement utiliser le stéréotype pour s'émanciper, très vite, on peut tomber dans quelque chose qui est mal interprété. Donc là aussi, il y a quelque chose à retravailler sur la liberté de pouvoir s'approprier de toutes les formes de vêtements et comportements pour effectivement ne plus être dans des formes de prison corporelle, on va dire. Donc, une fois qu'on a parlé de ça, on évoque donc cette transcalarité et je pense que c'est bien de commencer à voir comment les choses interagissent donc entre le corps, l'espace et tout ce qu'il y a entre vêtements, jeux, objets, textilité d'une manière plus large. Et donc, peut-être je reprendrai la parole. Donc là, on commence avec April Saint-James, qui nous parlera effectivement d'une expérimentation qu'elle a conduite et qui l'a menée à son diplôme de designer, donc de l'ENSAD, et qui a effectivement quelque chose qui questionne d'une manière intéressante, même le thème du care, que nous avions déjà abordé dans une séance précédente, donc pour voir comment cela rentre pleinement donne cette forme de déconstruction, mais par la fabrique, par le projet. April. Vous m'entendez? Là, ça devrait être bon? Super. Alors, bonsoir. Je suis ravie d'être avec vous, parmi vous ce soir. Donc, je suis April Saint-James, comme me présentait Antonella. Je suis designer couleur matière diplômée de l'ENSTED. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle l'Estéto. Nous sommes un collectif associatif qui regroupe des designers et des artistes issus de différents horizons et des formations. Et nous sommes tous animés par la philosophie du care et les applications du design en santé. Alors, j'ai intitulé ma présentation «Trouver sa place». J'aurai l'occasion de revenir justement sur pourquoi un tel titre. Mais il me semblait évident de commencer cette présentation en redéfinissant un petit peu qu'est-ce que le care pour les personnes qui sont peut-être moins familières. Je vais pour ce faire en fait tout bonnement reprendre les mots qui avaient été posés par Barbara Formis dans l'épisode à la table du genre le 16 mars dernier qui portait sur justement ces espaces du care, la cuisine notamment, et qui très justement définissait le care comme une notion d'abord philosophique puis sociologique. Et si je reprends justement ces mots, voilà, une notion qui ne doit pas être pensée comme une empathie ou une attention aveugle qui serait tournée vers l'autre, mais plutôt le care comme un réseau d'interactions complexes en fait, qui interagissent à tous les niveaux dans nos sociétés, des interactions qui sont toutes interdépendantes et sans lesquelles aucun acte de soin ne serait possible. Voilà, donc le care a été théorisé par Carol Gilligan et John Tronto, deux politologues féministes assez influentes dans les années 90. Elles décrivent le care en ces mots, je les cite rapidement. Tout ce que nous faisons pour maintenir, perpétuer et réparer notre monde, de sorte que nous puissions y vivre aussi bien que possible. Ce monde comprend nos corps, nous-mêmes et notre environnement, tout élément que nous cherchons à relier en un réseau complexe, en soutien à la vie. Cette citation, elle est intéressante puisque c'est justement ce prisme que j'ai essayé de développer mon projet au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences,
qui est un gros groupement hospitalier en fait né de la fusion de 3 hôpitaux, Sainte-Anne, le Péré-Vaucluse et Maison-Blanche. Et au sein de cet hôpital, vous avez un pôle clinique, le pôle clinique des maladies mentales et de l'encéphale, qui s'occupe comment dire, de traiter en fait 3 pathologies de troubles: les troubles de l'humeur, les troubles addictifs et les troubles des conduites alimentaires. Alors, dans le cadre de notre séance, ces types de troubles sont très intéressants. Moi, je vais plus m'attarder sur les troubles des conduites alimentaires. C'est sur ce type de troubles que j'ai développé mon projet. Il est intéressant dans le cadre de notre séance puisque les TCA, en fait, sont donc globalement, je reprends, vous avez l'anorexie mentale, l'hyperphagie boulimique et la boulimie. Ce sont d'abord un trouble de santé majeur. Vous avez en effet 1 million de personnes qui sont touchées chaque année. Vous avez 3 000 à 6 000 nouveaux cas par an et ce sont des maladies en fait genrées. En effet, vous avez 1% de jeunes femmes qui sont atteintes de cette maladie contre 0,3% d'hommes, donc ce qui fait proportionnellement 90% des femmes. Et en plus de femmes, des femmes jeunes. En effet, vous avez 1,4% à comment dire, presque 3,5% des étudiants lycéennes parisiennes touchées. Donc c'est intéressant de questionner, voilà, je vais y venir, mais les productions de design et d'architecture qui peuvent être portées par rapport à des pathologies qui touchent une partie de la population aussi jeune. Et en ville aussi, c'était intéressant d'un point de vue de l'architecture de parler de ça. L'anorexie mentale, c'est une pathologie urbaine plutôt que rurale. Alors, les causes de cette prévalence géographique, elles peuvent être multifactorielles, mais très brièvement, on peut citer une surexposition en fait aux médias, à la culture, au marketing, à la pub, au culte de la performance qui est plus accru dans les villes, les métropoles qu'en milieu rural et qui en fait conditionne largement nos comportements et notre rapport à nous-mêmes. Ici, donc vous avez en fait un schéma, un plan de coupe en fait, du pôle clinique dans lequel je suis intervenue. Donc c'est un pôle clinique dans lequel, des patientes donc là, par exemple, pendant ma semaine d'immersion, c'était 9 patientes pour 1 patient, donc encore une fois majoritairement des femmes qui, donc sont âgées de 18 à, heu, à 60 ans, pour les patientes les plus âgées. Et qui arrivent en fait, dans l'unité pour, suivre un parcours de soins durant 3 mois, durant lequel en fait elles, signent un contrat qui les engage à reprendre du poids, disons-le très globalement, mais qui en fait, ne vise pas un retour, comment dire? Une guérison complète de la maladie, mais plutôt un retour à la vie normale. Alors, ce qui est intéressant justement, c'est comment le designer le designer textile matière, donc dans mon cas, et l'architecte peuvent, aider à construire des espaces qui, pour ces personnes, les soutiennent d'un point de vue moral, mais aussi physique. Et quelle place justement le genre, le questionnement autour du genre peuvent-ils occuper dans de tels projets? Pour vous parler justement, quand on parle de ces espaces qui, bon, j'aime pas toujours le terme, mais qui nous manipulent, mais en tout cas qui induisent des comportements. Ici, vous avez 2 exemples assez parlants, qui ne le sont pas comme ça, mais si je vous explique un peu plus, vous avez à gauche, donc un espace qu'on appelle Carrefour, qui est en fait un espace dans lequel les patientes et les patients, se rendent lorsqu'elles sont dans des états d'anxiété sévères. Cet espace, comme vous le voyez, malheureusement, il n'a pas, une particularité esthétique ou quelque chose qui le rendrait, sensiblement, comment dire? Accueillant, bienveillant. Mais en tout cas, il a le parti pris, on va dire, voilà, de permettre à ces patientes d'aller dans un espace lorsqu'elles sont dans des crises d'auto-agression, qu'elles veulent se faire du mal. Et les patientes, en étant dans cet espace, signifient au personnel, médical qu'elles sont dans un état de vulnérabilité et qu'elles ont besoin d'être prises en charge. Donc un espace qui permet en fait de rendre plus autonomes les patients dans la gestion de leur crise. Et à droite, vous avez aussi donc l'espace du réfectoire, donc dans le cadre de la prise de repas qui est un moment très important pour ces personnes, un espace dans lequel tout le personnel paramédical peut avoir un œil constant sur ces personnes. Alors,
On aura l'occasion de se poser des questions sur vous. Qu'est-ce que vous pensez de cet espace d'un point de vue du bien-être, tout ça. Toujours est-il que donc David Blondel, l'architecte avec qui j'ai développé ce projet au sein de la DITMP, nous sommes arrivés directement sur un bureau, un ancien bureau de cadre de santé, qui est en fait une pièce de 15 mètres carrés dans lequel il était assez compliqué à première vue d'imaginer un espace de bien-être qui pourrait être utilisé et bénéfique pour ces personnes. Il était en tout cas lumineux, donc pourvu de différentes fenêtres avec une fenêtre bandeau sur, sur l'arrière de la pièce. Et il était évident, donc avec David Blondel pardon, et moi-même, il était évident que pour traiter d'une telle pathologie, il fallait, alors je vais peut-être prendre la problématique de cette soirée à rebours, mais aller au-delà des questions du genre et se poser en fait la question de qui est-ce qu'on a en face de nous, parce qu'avant d'être des patientes et des patients, nous avons des personnes qui ont des individualités propres, qui n'ont pas toutes et tous les mêmes vécus, qui ont parfois qui sont atteintes de d'autres maladies psychiatriques que l'anorexie ou la boulimie. Et du coup, en fait, on a tout bonnement fait lors de séances patients soignants, on a émis un questionnaire qui permettait de voilà, d'en savoir un peu plus sur leur rapport aux couleurs, leur rapport au son, leur rapport à voilà, est-ce que ces personnes, le bien-être, ça passe par être seul dans un espace ou y être accompagné? Hem, Est-ce que le bien-être, c'est, prendre tout l'espace qu'on nous offre ou au contraire, prendre le moins d'espace possible? Est-ce qu'il y a des films, des musiques qui les appellent particulièrement? En fait, cet ensemble de comment dire? De comment dire? À constituer, tout un registre esthétique et tout un univers, sensoriel qui nous a permis, avec leur aide, de, développer 3 gammes, de matières couleurs, que nous leur avons proposées lors dans un atelier collaboratif. Donc ici, vous pouvez voir, les patients qui donc touchent, certaines matières. On avait une première piste autour du lever du soleil, donc avec des couleurs relativement spectrales. En effet, ce qui était revenu à maintes reprises, c'était, le besoin d'un cadre naturel avec le recours à la nature. Vous avez aussi un univers, autour du retour de plage, donc avec voilà, aussi une forte minéralité et enfin, vous ne le voyez pas ici, mais une 3e piste qui était de l'ordre plus d'un univers, printanier et champêtre. Nous nous sommes également, inspirés, de l'ouvrage La couleur et le soin, qui dresse en fait, un panorama, de l'utilisation de la couleur, en milieu hospitalier, co-dirigé par Barbara Blay et Claire Fayolle. Ce qui était intéressant ici, au cours de nos échanges, le besoin d'une matérialité, bois était revenu, et c'est par exemple, intéressant de voir ici comment le bois, lorsqu'il est utilisé donc, de façon enveloppante, sur une surface qui couvre à la fois le plafond et de façon discontinue, plus qu'une paroi murale, on va dire, offre une, sensation de contenance. Ah ça, c'est par ailleurs, quelque chose qui avait été démontré, d'un point de vue médical, par le LABA, qui est le laboratoire de l'accueil et de l'hospitalité qui est, fondamental au sein du GHU Paris Psychiatrie Neurosciences et qui mène, tout un travail, de veille, et de création avec tous les usagers de l'hôpital. En plus donc de cette recherche, architecturale, il a été question de quels objets, peuvent, nourrir cette pièce et être eux aussi contenants. Donc j'ai établi pendant mon diplôme toute une recherche autour du matelassage, différents types de matelassage à partir de différentes fibres, que j'ai donc soumis à ces patients et patientes pour voir s'il y avait voilà des choses qui apaisaient ou au contraire qui étaient tout de suite dans un rapport très répulsif, qui est aussi, intéressant. Notre pièce, en fait, nous l'avons pensée, dans le plan comme, un espace le plus inclusif possible qui justement, laisse, une grande variabilité, d'usage. Hem, vous avez ici le plan, mais voilà, vous avez ici un plan, en volume et une maquette qui sera peut-être un peu plus sensible à un 10e. Donc vous avez, par exemple, un premier espace qui est, pensé plus pour par exemple, une consultation avec un psychiatre. Ensuite, vous avez un espace qui est plus informel au sol, type tatami, où la personne est plus libre
de prendre son espace et par exemple de faire voilà, des exercices de méditation. Et vous avez enfin, au fond de la pièce, une assise type méridienne qui, à l'aide d'une ouverture en bandeau, offre un regard sur la ville. Toute la complexité d'un espace, quand il est pensé pour le soin, c'est de signifier qu'on est bien à l'hôpital, de ne pas, si vous voulez, chercher à créer un chez-soi trop confortant, ce qui va à l'encontre des dynamiques thérapeutiques lorsqu'on est dans des échanges avec l'équipe médicale. Mais voilà, d'avoir un espace qui est un espace d'apaisement, de retrait et qui en même temps offre un regard sur la ville et qui n'est pas enfermant. Voilà, donc encore une fois, je passe plus rapidement, des essais de matière qui, de par leurs différentes matérialités, répondaient à différents symptômes, notamment à droite, donc un tissu qui avait été rembourré avec des noyaux de cerise et qui était, une piste, un prototype si vous voulez, pour, ces patients qui sont atteints de forte frilosité, induite par la perte de poids. Et ici, voilà, vous avez un exemple donc d'une pièce un peu plus monumentale qui reprend en fait, les envies, couleur matière des patients-patientes, donc des envies, des couleurs très, nébuleuses, oniriques, pour donner voilà donc ce jacquard, en coton, et mohair. Voilà. Et enfin, je terminerai très rapidement, dans la gestion de l'anorexie mentale et des TCA, une, discipline, thérapeutique est très, très importante, c'est la psychomotricité. Donc c'est une discipline qui, vise en fait à, voilà, à lutter, contre, une image, corporelle néfaste, en faisant tout un lien entre, les émotions et les sensations. Donc en effet, les patients atteints d'anorexie mentale souffrent souvent d'anognosie, qui est une difficulté à associer du sensoriel de l'émotionnel, pardon, à du sensoriel. Alors dans le cadre de notre séance, on peut voir lors de mon immersion au sein de l'hôpital, voici actuellement les objets qui sont à disposition de ces personnes. Vous avez des balles avec différents types de matérialité et aussi des foulards qui en fait, vont permettre aux patients et patients lors de séances de groupe, de venir voilà, se rendre plus compte des limites que représente leur corps dans l'espace, en venant nouer des foulards sur leurs membres, en venant justement travailler cette notion de proxémie les uns avec les autres. Quelle, comment dire, quelle proximité avec les autres je tolère grâce à des objets. Et ici, donc, vous avez une piste que j'ai développée par rapport à cette problématique, qui est un accessoire textile que j'ai intitulé Rebond. Donc, qui est je pense qu'on peut mettre l'extrait, ça sera un peu plus parlant. Comme ça, je pourrais voilà, je sais pas. Donc en fait, il s'agit d'un textile qui a été travaillé avec la technique du vanisage qui offre une très grande souplesse et flexibilité et aussi grâce à la fibre elle-même, comment dire, l'élastane couplé à du coton qui offre une grande souplesse. L'idée, c'était de travailler justement à travers ce textile, euh, dans la manipulation de l'objet, un rapport assez ludique à la matière qui sort justement d'une matière assez normée comme simplement un voile ou quelque chose d'assez statique et qui, de par sa forme, invite justement à se mouvoir dans l'espace. Pourquoi une telle volonté? Les patients atteints d'anorexie souffrent d'hyperactivité et il n'est pas question pour la gestion de ces troubles de dire aux patients du jour au lendemain, vous vous arrêtez de bouger. Voilà. C'est pas comme ça qu'on gère un trouble. Par contre, on peut prendre à rebours ce besoin de mouvement en y adossant une dimension émotionnelle et ludique. Et du coup, c'était toute l'idée juste de ce petit prototype de proposer voilà, un objet qui invite à l'expansion, à prendre de l'espace quand on sait la difficulté induite par ces maladies à comment dire, revendiquer, prendre son espace en fait. Donc voilà, en fait, je terminerai sur cet objet.
Celui-là. Hop. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très touchant. Alors, la règle est qu'on passe à l'exposé suivant et puis on aura, je pense, des questions voilà, pour enchaîner. Mais je trouve que même si ça sera très différent, justement, l'intervention suivante, donc de Carole Brandon, qui ne peut pas être avec nous en présentiel, donc elle est en visio, voilà, vous l'avez là, elle nous suit depuis tout à l'heure. Et ah non, c'est pas celui-là, hein. C'est vraiment pas ça. Et donc, je continue. C'est très intéressant parce que là, on voit comment on peut être en souffrance, hein, parce que peut-être il y a eu quelque chose qui fait qu'on ne correspond pas des stéréotypes. Après, il y a aussi d'autres choses. Et comment c'est plutôt par la finesse, hein, qu'on arrive effectivement à répondre et à donner, à réconforter peut-être un tout petit peu sans avoir même pas d'objectif thérapeutique, hein, pour essayer effectivement de dire que voilà, qu'il faut sortir du stéréotype. Par contre, les stéréotypes peuvent être vraiment très très forts, hein. Est-ce que Carole peut commencer ou pas? Oui, c'est du, du coup, c'est juste parce que comme on ne la voit pas, autrement j'amène pour le public la télé, comme ça ils pourront voir Carole, hein. Donc je vais prendre la télé, l'Orient télé. Voilà. Non? Alors je vais, oui. Hop. Alors vous me dites quand vous arrivez un peu à la voir. Ça va? Ok. Voilà, t'es là, t'es avec nous. Super, merci. Oui, vous pouvez effectivement, comme voilà, donc effectivement, le corps de la femme, mais je vais laisser la parole à Carole, hein, par toute une série de conditionnements, que ce soit effectivement ceux qui sont liés aux jouets de l'enfance, aux vêtements, aux couleurs, aux standards de corps, soi-disant standards du corps, hein. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement contraignant et du coup qui peut comment dire, surtout à un certain âge, peut conduire vraiment à une véritable souffrance. Et puis là, voilà, Carole, je te laisse peut-être rebondir pour voir comment effectivement on peut avoir un regard critique sur ces éléments par la voix d'une plasticienne. Je ne l'ai pas présentée, pardon. Donc, Carole Brandon est une plasticienne, même je dis plasticienne spécialiste du digital et des humanités numériques, hein. Elle-même, elle a fait des très belles comment dire, pièces. Elle a un travail très intéressant. Et puis là, effectivement, elle va présenter. Je pense qu'il faut quand même vous approcher, hein, si on n'a pas les images là, pour voir effectivement la présentation. Et tu as la parole, Carole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes. Merci vraiment à tout le monde de me permettre d'intervenir en distanciel. Donc effectivement, je suis artiste et je travaille en recherche-création, mais je suis aussi chercheur en art. Et pourquoi ma présentation avance sans que je lui ai demandé, voilà. Et en fait, cette pièce, je voulais vous présenter, alors je suis vraiment désolée, ça va être vraiment très violent. Alors déjà, elle est violente, cette performance. Mais ça va être vraiment le contraire de de ce que April vient de nous présenter. On n'est pas du tout dans le care, justement. C'est une performance transphobe qui a été très, très médiatisée, hein. Elle est à 1,8 million de vues. Elle date un peu, mais en fait, je voulais vous la présenter parce que c'est une performance qui se déroule dans la ville, dans une rue euh, très connue. Et parce que elle m'a vraiment beaucoup interpellée et choquée quand je l'ai vue les premières fois.
Parce que vous allez voir, en fait, le public, ce qui va animer, ce qui va se passer, ce sont des ados. C'est des adolescents qui interagissent et qui ont extrêmement bien intégré, ce qu'on appelle, la culture du viol. Et pourtant, c'est des digital natives et donc ça, c'est ce qui m'a interpellée moi. Et puis ensuite, du coup, je me suis dit: «Il faut que» comme j'ai des cours sur le genre, avec un de mes collègues, à l'université, je me suis dit: «Il faut que je la montre et qu'on l'étudie en cours». Et ce qui est, assez, impressionnant, c'est que, chaque fois qu'on la montre et qu'on l'étudie avec les étudiants et les étudiantes, en fait, ça ouvre des espaces de discussion sur, leur propre harcèlement, mais c'est vraiment, enfin, je crois que 70 des étudiants, d'une promotion, ont été, harcelés et en collège et lycée et c'est une performance qui développe, enfin qui engage la parole. Donc voilà, c'est quelque chose avec laquelle j'ai pas encore fini, même si elle date de 2015. Alors, elle a été réalisée par Signe Pierce, son prénom à elle, normalement, c'est, Sydney. Donc il y a un sémiologue, je crois, avec nous là, ce soir. Donc évidemment, elle joue avec Pierce, qui travaille sur la question du signe et elle, ce qui l'intéresse, Signe Pierce, c'est une performeuse. C'est de réfléchir en fait sur, la manière dont les signes, on a les plus variés pour représenter le féminin ou en disant le corps féminin, parce qu'on pourrait parler des féminins, mais surtout ce qui l'intéresse, c'est les signes qui sont récupérés par les masses médias. C'est-à-dire donc comme ici, vous pouvez le voir, le rose, les cupcakes, les licornes, les paillettes, les brillances, l'arc-en-ciel, le sucré, l'arrondi, le mou, voilà, tous ces signes-là, c'est ce qui l'intéresse. Alors, elle fait partie de la vague des qu'on appelle les artistes de post-internet art, qui sont vraiment engagés dans le fait, de comment les attributs de genre finalement, ils sont véhiculés et récupérés par le marketing et surtout, qui, utilisent les mêmes signes que elle va utiliser les mêmes signes et les mêmes, stratégies quelque part, que le marketing. Alors, ce qui est intéressant avec, Signe Pierce et cette, performance, c'est que, en fait, elle a vraiment une démarche de réappropriation des tendances esthétiques, communicationnelles et comportementales, qui sont imposées, en fait, par Disney. Alors même si là, on va attendre la nouvelle Reine des Neiges, et puis les publicités et puis surtout les clips de musique et en particulier aussi la pornographie mais également tous les jeux et les applications, qui sont créées pour filles, les réseaux sociaux, hein, en particulier et c'est là-dessus justement, qu'on va s'interroger. Alors cette, performance, donc je ne vais pas tout montrer puisque voilà, voilà. Donc cette performance, elle Tu date, peux, elle tu s'appelle as quand même un public adulte, hein, je te rassure, hein. Donc vas-y parce que mais non, mais en je... fait, c'était Non, 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 mais mais... c'était pas parce Ouais, que, ouais. Non, non, c'est mais parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est juste pour Oui, ça, hein. oui, oui, voilà, on a 20 minutes maximum, d'accord. Mais sinon, Voilà, c'était juste pour ça. Mais c'est vrai qu'en fait, elle fait vraiment partie d'un mouvement, d'artistes féministes extrêmement engagés sur les réseaux sociaux qui s'appelle The Radical Softness Art et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans ces artistes-là, c'est que, en fait, elles récupèrent tous les codes, imposés quelque part par Instagram notamment. Bon là, c'est Instagram, mais ça peut être aussi Tumblr, voilà, et puis maintenant TikTok. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tous les codes et notamment, tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire les paillettes, le doré, le pastel, les arcs-en-ciel, tout est récupéré, mais pour en montrer la violence. C'est-à-dire que, tous les codes sont là, mais pour insister sur la violence, qui est faite à travers ces éléments, très genrés, notamment, par exemple, Arvida Billström qui est très connue maintenant. Elle a été connue pour cette photo que vous voyez en bas parce qu'elle posait pour c'était un placement de produit, sur son Instagram pour des baskets Adidas et elle avait décidé de garder ses poils sur les jambes. Donc ça date un peu, mais ça a été vraiment,
Là, elle a ramassé beaucoup, beaucoup de haters, bon, dont on a, l'habitude. Ouais, voilà, du coup, je passe quand même parce que ce qui m'intéressait, c'est vraiment de vous montrer des petits morceaux de la vidéo. Alors cette vidéo, je voudrais juste la contextualiser. Elle a été tournée en 2013. Elle a été réalisée par Sidney Pierce et sa compagne qui s'appelle, Ali, Coates. Elle a été tournée en 1 heure. Elle a marché en étant habillée avec, cette robe, bleue, des escarpins, à talons, jaune fluo et ce masque, oblong en miroir, sur le visage. L'idée, c'était de marcher tout le long de l'avenue qui s'appelle Myrtle Beach, en Californie du Sud, un samedi soir, suivie par la caméra de Ali Coates. Elle a été réalisée en 2013, mais ça a été tellement violent pour les artistes, tellement choquant, en fait, ce qui s'est passé. Elles s'attendaient à ce qu'il se passe quelque chose, mais pas comme ça. Pas les insultes, pas qu'on lui jette de l'eau, pas qu'on lui jette des objets et pas qu'on la bouscule par terre jusqu'à ce qu'elle saigne. Que du coup, elles ont pas réussi pendant 2 ans à faire quelque chose de cette vidéo. Je pense que c'est très important de se rendre compte, c'est qu'il a fallu 2 ans à ces artistes pour arriver à faire un montage de 14 minutes sur 1 minute de tournage et que sur ces 14 minutes, elles choisissent exactement, évidemment, tous les instants qui nous permettent de comprendre, comment la culture du viol est intégrée, et même mise en œuvre. Et ici, on va le voir, enfin, on le voit clairement dans la vidéo, par là, vraiment des digital natives. Heu, voilà, donc il y a ces 2 ans. Ce qui est intéressant, donc là, elle est à 1,8 million de vues maintenant. Elle est sortie en 2015, il y avait 1,7 million de vues. Elle a été postée le 7 avril 2015 et elles utilisent en début de, je vais vous faire voir en début, mais bon, vous le connaissez, hein, on a entendu parler. Voilà, lui, en début de, mince, de Robin Thicke, en fait, c'est, le clip. Donc au début de leur générique et à la fin, elles utilisent la musique, qui s'appelle The Blurred Line de Robin Thicke, qui est le clip le plus controversé, le plus sexiste, avec tous les stéréotypes qu'on peut imaginer, dans la relation et la domination masculine sur le corps de la femme. Alors lui, il a eu 2 procès, hein, donc un problème avec, les stéréotypes et puis le deuxième, c'est que le morceau est une reprise, telle quelle d'un morceau de Marvin Gaye, et il a perdu 7,4 millions d'euros, à ce procès. Mais revenons à Sydney Pierce. Donc, le clip en fait est, voilà, donc le clip, elle a été, enfin, il a été tout de suite viral, sur YouTube quand il a été posté. C'est d'abord conçu par les artistes comme une expérience sociale, c et mais c'est voilà, elles ont tellement été surprises, hein, que, finalement, bah, ça devient pour elles presque un statement, voilà, contre la culture du viol. Alors comment ça se passe? Donc j'ai décortiqué, en fait, les différents moments, mais je voudrais vous montrer des morceaux de vidéo, après. C'est pour ça je vais un petit peu vite. D'abord, ce qui pose problème tout de suite dans le clip, c'est le fait qu'on ne puisse pas la genrer à cause du masque. Mais quelque part, le masque, quand on décortique les images, vous voyez, il y a que 6 fois dans la vidéo qui dure 14 minutes où finalement on, lui demande soit d'enlever son masque, soit, voilà: «Qu'est-ce qu'il y a derrière ton masque?» Voilà. Hem, elle est peu verbalisée. On va lui dire finalement, «Enlève cette chose, montre ton visage», voilà. C'est peu de choses, mais finalement, assez vite, le masque quand même est le déclencheur de l'impossibilité de genrer, dans la rue, que ce soit le masculin ou le féminin, c'est-à-dire comme s'il n'existait déjà pas d'autres manières de se genrer. Et pendant tout le clip, enfin en tout cas les 14 minutes qui ont été choisies, il faut absolument ranger ce corps, hein, c'est l'essentiel des conversations. C'est-à-dire il faut ranger ce corps soit dans le féminin, soit dans le masculin. Et puis, alors il y a un moment donné quelqu'un qui dit: «Oh, it's a shame», donc she, him. Et donc la question du genre, effectivement, là, devient assez intéressante à étudier. Donc tous les screenshots que je fais, ici, c'est tous les moments où on va la nommer. Heu,
en tant que corps, la nommer pour la genrer. Et ce qui est assez perturbant dans cette volonté d'absolument de catégoriser l'artiste, c'est que le mot woman n'est absolument jamais utilisé. Quand on va nommer le féminin, on ne va utiliser que le mot girl ou le mot honey. Par contre, quand on va nommer l'homme, bah, c'est toujours, il y a une panoplie plus importante. Le man existe, boy, dude, fucking thing ou fucking boy. C'est-à-dire que heu, déjà là, dans le vocabulaire qui est utilisé, d'emblée, ça ne peut pas être une femme. Le mot femme n'est absolument jamais utilisé dans tout le long de la vidéo, alors que les autres termes sont récurrents tout le temps. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va chercher des caractéristiques physiques pour la genrer. Donc, soit elle est un homme parce qu'elle a des grands pieds, soit elle est une femme parce qu'elle a des seins. C'est-à-dire qu'on a des habitudes de bicatégorisation finalement, et puis de tous les stéréotypes de reconnaissance qui sont très bien intégrés, voilà, d'une part. Et puis d'autre part, en fait, le corps féminin adulte, sexué, n'est jamais nommé, hein, puisque la femme le mot femme n'est jamais employé. Et puis, on a cette diminution, en fait, de la femme, qui d'emblée semble aller de soi. Et puis ensuite, là où la culture du viol, elle s'installe vraiment, c'est que dans pratiquement tout au long du clip, du début à la fin, et ça commence avec ce premier homme là tout de suite qui, alors lui, il est dénudé, ça pose pas de problème, mais il va tout de suite la toucher, tout de suite, considérer que c'est une chose. Et en fait, tout au long du clip, on a la chosification du corps, on va utiliser des termes, qui sont dégradants, qui sont déshumanisants comme, sexy thing, you nasty, fucking shit, creepy, You're a devil, c'est-à-dire qu'on a un espèce de panoplie comme ça de termes. Ça reprend ce que dit Katharina McKinnon justement sur la question de la domination. Elle dit que la domination érotisée définit les impératifs de la masculinité et la soumission érotisée définit la féminité. En fait, le fait d'être une chose destinée à un usage sexuel est fondamental pour la mise en place de la domination, et ce clip est fondé là-dessus. C'est-à-dire que tous les spectateurs que vous voyez autour là et qui sont des ados ou des très, très jeunes adultes pour pratiquement tout le long du clip, en fait, ben, ont extrêmement bien intégré ça. Hem, le fait de ne pas pouvoir la genrer, ça veut donc dire que c'est une chose. Si c'est une chose, on va donc pouvoir mettre en place un système de domination, et c'est bien la base de la socialisation de genre, ici. C'est la base d'ailleurs de la pornographie hétérosexuelle, qui, non seulement présente la norme de sexualité, mais surtout la norme de rapport, de genre. Alors cette culture du viol, eh ben, alors tous les éléments, sont là, vont aller jusqu'au fait, puisque c'est considéré comme une chose, que ce n'est plus un corps, ce n'est pas une femme et ce n'est pas quelqu'un en fait, il y a pas d'identité, ce n'est pas un sujet. On va la toucher, on va lui jeter de l'eau, on va lui faire des croche-pieds, sans que ça pose de problème à personne. Jamais aucune personne dans la vidéo ne lui demande: «Bah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu fais ça?» Ni à la vidéaste d'ailleurs, ni à la personne qui filme. Donc d'emblée, c'est un objet qu'on va pouvoir, utiliser. Et du coup, cette, culture du viol sont mis en place parce que, ce qui définit la culture du viol, c'est que les femmes sont réduites directement en tant qu'objet sexuel et systématiquement renvoyées à leur apparence physique. Et puis, il y a une obligation, et là, on le voit très bien parce que c'est dans l'espace public que ça se passe. Donc il y a quand même une variété absolument étonnante, quand on voit défiler, hein, la vidéo, de personnes, en fait, qui passent, qui traversent, qui sont témoins, en fait, de ce qui est en train de faire. Il y a toujours ce rapport, des rapports d'inégalité dans la manière dont on doit se conformer dans l'espace public, à notre rôle de genre, et en particulier dans les espaces publics, où il y a beaucoup de monde. Et en fait, la culture du viol sous-tend
et là c'est très intégré, c'est revendiqué ici dans cette vidéo par toutes les personnes qui sont là, elle sous-tend une obligation de la part des femmes, uniquement de la part des femmes, de se conformer à des règles comportementales pour ne pas se faire agresser ni agresser sexuellement. C'est-à-dire qu'on doit, comment on doit s'habiller, avec qui on doit sortir, quand est-ce qu'on doit rentrer, et puis comment on doit parler, comment on doit se tenir, et cetera. Alors évidemment, elle est agressée parce que considérée comme une chose, elle va rentrer dans la catégorie salope putain, immédiatement. C'est-à-dire qu'en fait, le corps, finalement, dans la vidéo, on se rend compte que finalement, peu importe homme ou femme, ce corps dérange. Et il est donc accompagné tout au long de la vidéo et c'est bon, on ne peut pas entendre le son, mais c'est vraiment, effarant. C'est-à-dire qu'il y a des cris, une espèce d'animalité des comportements. Il y a des cris vraiment, très étranges, de la part du public et puis des comportements grégaires comme ça où ils vont avoir peur, lui faire peur, lui courir après, la foule, elle se regroupe, elle se disperse, on a une sorte de chasse à courre qui est en train de se mettre en place, hein. Je vous laisse voir par exemple ici là, où ils l'entourent et après ils vont la suivre, ils vont de plus en plus se rapprocher d'elle puis avoir peur dès qu'elle se retourne. Et l'idée principale qui est derrière ça, c'est que, puisque, elle subit des violences, c'est parce qu'elle l'a cherché. Et donc elle l'a forcément donc ça, c'est vraiment une idée qui s'orchestre et qui se joue dans cette performance. Et ça fait partie donc là, je reprends Éric Fassin, qui en parle très bien, et qui dit que, finalement, ça fait partie d'une culture commune de la prédation et de la domination ou même de son acceptation. Et ici, on est vraiment dans ce cas de figure, enfin dans ces 3 cas de figure. Et puis la deuxième idée, donc la première, c'est que voilà, si tu subis des violences, c'est parce que tu l'as cherché, semble-t-il. Et la deuxième, qui a été vécue ici par les 2 artistes, c'est que la victime des violences, elle devient suspectée d'être coupable à cause de sa tenue et à cause de son comportement. Donc dans cette logique, évidemment, l'artiste, bah, c'est de sa faute, hein, c'est de sa faute si elle est agressée, c'est de sa faute si on la pousse. Hem Heu heu, En fait, dans la performance, tous les mouvements grégaires de la foule créent une sorte d'adhésion comportementale. Personne ne vient jamais l'aider, personne ne vient jamais lui parler, voire la questionner, et en fait, ces mouvements comme ça grégaires, déclenchent et justifient dans le même temps cette violence. Et c'est le principe, hein, de la base de la culture du viol que Marina Abramovic avait déjà d'ailleurs en 74 expérimenté, avec une performance assez impressionnante, pour l'époque où il a fallu, par la violence, qui commençait à être faite sur son corps, que cette performance soit arrêtée par, la galériste. Heu, donc là où moi je suis très interpellée. Et tous ces comportements que je viens de vous décrire, ils sont relevés par mes étudiants et mes étudiantes dans ce qu'ils ont subi eux, à l'école, au collège en particulier, collège-lycée, hein, c'est primaire, collège-lycée, mais c'est vraiment le collège où c'est concentré. Ils l'expriment vraiment, clairement, hein, dans exactement le même vécu, voilà. Et ce que je trouve assez frappant, d'une part, c'est ce public, comme vous pouvez voir sur les images, qui est vraiment, très jeune, et que c'est c'est ce public-là qui déclenche, tout ce qui se passe. Mais la chose aussi, c'est que Sydney Pierce, en fait, dans toute sa performance, c'est à la fois pour se protéger, parce que heureusement qu'il y avait une caméra et heureusement qu'elle surjoue ses comportements, des comportements et des attitudes qui sont nés d'internet, qui sont des postures, qu'on retrouve beaucoup sur Instagram ou sur TikTok, qui sont des attitudes corporelles extrêmement courantes sur les réseaux sociaux, voire les clips, notamment ceux de la bande son, qu'elles ont utilisés. Et puis ou la publicité, c'est-à-dire, des poses, où on n'existe qu'en tant qu'objet, du désir d'autrui, hein, qui construisent les petites filles d'ailleurs, le male gaze, du cinéma notamment. Hem Et en fait, elle est obligée pour se protéger d'arpenter le trottoir, de manière un petit peu exagérée, dans ses attitudes,
comme si elle allait conquérir une scène de spectacle, parce que ça lui permet de marquer une distance, d'affirmer sa présence, mais surtout de se protéger, hein, et elle n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Et en fait, c'est cette rencontre-là qui m'interpelle vraiment beaucoup. Et du coup, je voudrais vous montrer juste quelques exemples, si j'ai encore du temps. Ah, j'ai une demi-minute, comme ça, je voudrais vous montrer sur la vidéo. Hem, voilà. Donc là, c'est la première personne. Alors, j'enlève le son parce que vous ne l'avez pas. Vous voyez que là, on est tout au début du clip. Dès le début, alors que lui, il soit torse nu, ça pose, semble-t-il, pas le problème. Mais qu'elle soit là, il considère qu'il peut la toucher directement. Voilà. Et lui, voilà, directement, on est déjà tout au début de la vidéo. Hem, et puis, je voulais vous faire voir 3 minutes 3, hop, les jeunes. Voilà, regardez le public qui est derrière, hein, qui est vraiment les usagers habituels de Instagram, TikTok. Voilà, alors TikTok n'était peut-être pas autant à la mode à ce moment-là. Qui la suivent, voilà, et qui commencent à la toucher. Donc, elle est obligée de se faire une scène. Voilà, on va commencer à la frôler, à vouloir. Et tout le monde la regarde, la filme. Voilà, on essaie, la même personne essaye de la toucher plusieurs fois. Ça pose aucun problème à personne ici. Euh, et ça va se reproduire à plusieurs endroits. Et où elle est obligée de signaler en fait la présence de la caméra. Bon là, il y a un preacher, il y a un prêche qui se fait parce qu'elle doit aller en enfer. Et elle va recevoir de l'eau. Donc en fait, ça monte tout le long de sa marche, le long du boulevard. Ça monte en agression. Donc là, elle vient de recevoir de l'eau et regardez comment la foule, voilà, la foule de jeunes a peur en fait, hein, c'est cette sorte d'animalité, alors qu'ils la suivent depuis quand même un petit moment. Et ils la considèrent un peu comme ils vont la suivre. Ils savent très bien qu'il y a la caméra, hein, le groupe sait qu'il y a la caméra. Je pense que c'est ce qui la protège beaucoup. Et ils s'amassent devant elle, ils la suivent. Quand on regarde la vidéo, on se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes personnes qui sont autour d'elle, hein. Hem, jusqu'à Alors il y a plein de jeux derrière son dos. Vous voyez, ils la suivent. En fait, il y a vraiment un troupeau comme ça de jeunes. Il y a des très jeunes. Il y a personne qui a moins de 25 ans, hein, là, dans toute la foule, il y a quelques adultes, dans toute la foule qui la suit. D'ailleurs, elle est en train de prendre une distance avec la caméra, du coup, c'est ça qui nous permet de voir toute la foule qui est toujours derrière elle. Ils la suivent depuis très longtemps sur le boulevard. Ils sont soit devant, soit derrière. En tout cas, ils sont pas très loin d'elle, jusqu'au moment où, et là, voilà, donc là, on veut lui faire un croche-pied. Et quand elle y retourne, ben, hop, ils s'en vont. On a vraiment ce côté meute, animal. Voilà, ça, c'est vraiment un comportement que beaucoup d'étudiants qui osent s'exprimer en cours, et là, on l'a fait tomber. Et là, vous voyez que la personne qui l'a fait tomber, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Euh, Et ça a été vraiment, elle l'explique après en interview, c'était vraiment très difficile, hein, pour les artistes. Et mes étudiants qui osent s'exprimer, ou que ce clip déclenche en fait un vécu, une reconnaissance, c'est souvent le silence du groupe qui revient, et le fait qu'on les considère comme des monstres dans leurs différences.
Et regardez, maintenant qu'elle est à terre, personne vient. Voilà, il faut que ce soit quelqu'un d'extérieur qui vienne l'aider. Il y a personne qui est autour, qui la suit depuis très longtemps, qui va l'aider, mais alors que tout le monde est en train de la filmer, hein. Alors du coup, elle continue quand même, son personnage, si je puis dire, voilà. Hem et ce qui est, je vais finir avec ça, ce dont on discute le plus avec mes étudiants, c'est, et mes étudiantes, c'est la question de la norme. C'est-à-dire que, dans le cadre de harcèlement, qu'est-ce qui détermine une norme? Apparemment, il y a une norme, hein, dans les collèges, apparemment, il y a une norme dans la rue là. Il semble qu'il y ait une norme, mais cette norme, elle est extrêmement difficile à déterminer. Et vous voyez que quand elle commence à faire du bruit, qu'elle en a marre, bah, tout le monde s'en va, hein. Voilà, on pourrait en parler des heures parce que c'est une vidéo, vraiment impressionnante. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup. Bah, merci, merci à toi parce que effectivement, on va dire, c'est la fin de comment dire, c'est un peu la limite extrême du conditionnement. Et puis effectivement, des jeux, enfin de l'image stéréotypée qu'il y a dans les jeux vidéo et tous les autres jeux. Mais ouais, voilà, c'est un thème à part, ça, et ça mériterait voilà, une longue discussion. Et donc, sans transition, voilà, troisième intervention, donc Anthony Maté, qui est sémiologue après avoir fait des études de sémiotique. Les deux, euh, les deux. oui, les deux, Les sémiotique, deux. voilà. Mais là, ce soir, plutôt sémiologue, on va Oui, dire, toujours sémiologue. voilà, Toujours sémiologue. donne, Euh, pour sa eh ben, présentation. pas facile de prendre la parole après. Vous m'entendez bien? Ça marche. Ah bon, pas simple de parler. J'avais une jolie phrase et là, tout à coup, je la trouve un peu débile maintenant. Je me dis, oh, bah, le genre est un sujet à la mode et ça tombe bien. Moi, je suis un sémiologue de la mode. Là, tout à coup, j'ai envie de dire, non, le genre, c'est un sujet profond et la mode est un sujet léger qui permet d'aborder des questions sociales profondes. Parce que c'est du quotidien. Et moi, je travaille beaucoup sur la mode ordinaire. Donc, je vais vous en parler un petit peu. Et puis, ça, euh, voilà. Donc, voilà, je suis installé, on se remet nos émotions, on avance. Donc, bon, je suis ravi d'être là et merci Antonella et Fiona de me poser des questions. Et comme je suis un garçon gentil, mais pas très sympa, moi, je vous poserai aussi des questions. Parce que je crois qu'il faut que vous bossiez un peu, et vous aussi dans le public. Je suis très heureux de partager avec vous mon regard de sémiologue sur cette question de la mode urbaine, des jeunes et du genre. Et puis, je tenais quand même à vous expliquer peut-être, vous ne le savez pas, ce qu'est la sémiologie. Donc, ça permet d'analyser tous les langages, que ce soit du texte, de l'image. Je travaille beaucoup sur des objets, je travaille beaucoup sur des discours. Et puis, ben, la mode est un sujet qui m'intéresse en tant que dans mes recherches perso. Et j'ai interrogé beaucoup de gens chez eux, devant leur dressing, pour savoir comment ils s'habillent, ce qu'ils font. Et j'ai refait l'exercice aussi avec des jeunes et des ados pour leur poser des questions sur bah, c'est quoi, qu'est-ce que vous faites. Donc, je vais vous raconter des petites choses comme ça, de façon ponctuelle. Mais ce que je voudrais que vous reteniez surtout, c'est que pour moi, la sémiologie, c'est ce que disait Roland Barthes, qui était un grand sémiologue, hein, très connu dans les années 60, 70 et 80. La sémiologie, c'est une secousse de l'esprit. Et donc, l'idée, c'est quand même de vous secouer un peu. Et le genre, c'est quand même le sujet qui secoue ou qui peut permettre de se secouer. Et je pense que parmi les points que j'ai abordés, le premier est une série de remarques préliminaires. Je crois qu'on peut mettre les pieds dans le plat et tout de suite se dire que nous n'avons pas besoin du concept de genre pour constater un problème central de sexe dans notre société. Je pense à l'insécurité féminine en ville. Vraiment, on n'a pas besoin du concept de genre pour dire qu'il y a un problème. La sociologie l'étudie, hein. On sait qu'il y a des horaires de circulation des femmes dans la ville et qu'à certains horaires, les femmes disparaissent parce qu'elles ont peur, parce qu'elles se sentent en danger, parce qu'il y a des dangers. Donc ça, c'est une chose. Puis, de façon plus générale, il y a ce que j'appelle la maltraitance sociale des femmes. Donc ça, voilà, on n'a pas besoin du concept de genre pour le pointer, puisque c'est un problème de sexe en réalité, hein. C'est le sexe biologique qui est visé, hein. C'est pas la construction genrée dans une époque pour savoir comment le féminin s'exprime, comment il est attendu, normalisé, construit. Non, 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 c'est bien la femme qui est visée. Et ça n'est pas qu'un problème d'homme.
c'est bien un problème de société. Parce que je tiens aussi à rappeler à tout le monde que la misogynie n'est pas l'apanage des hommes. Donc ça, c'était une petite remarque que je voulais faire, parce que quand on aborde l'architecture, l'urbanisme, j'ai regardé la ville pour vous. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à dire de ce que vous faites si vous êtes architecte ou urbaniste? Voilà, moi, ce que je vois. C'est Paris. Et c'est les deux extrêmes de Paris. Donc, appelons ça une tension entre deux polarités. D'un côté, ces espèces d'omnipotence de l'ingénieur, c'est la ligne 14, les nouvelles stations qui viennent d'ouvrir. Donc on voit qu'on est dans des constructions de valeurs, on est dans la performance, dans la circulation, on est plutôt sur ce qu'on appelle des valeurs masculines. Je ne parle pas de masculinité, je parle des valeurs masculines. Et de l'autre côté, il y a cette espèce de nostalgie absolument atroce que vous pouvez analyser au prisme du concept de genre. Qu'est-ce qui se passe là? Si vous ne savez pas marcher, vous tombez. Enfin, si vous êtes petit. Si vous êtes une femme en talons, vous tombez. Si vous êtes une personne âgée où tout à coup, la moindre infractuosité sur le sol, ça vous fait tomber. Donc c'est là où on peut commencer à réfléchir non plus le genre en termes de représentation, parce que ça ne représente ni des hommes ni des femmes, mais ça pose la question de l'utilité, de l'expérience à vivre. Et là, dans un côté, la masculinité, ça nous déshumanise. Oui, les valeurs masculines, l'omnipotence de l'ingénieur, on ne sait même pas où aller finalement, on ne comprend plus. C'est un peu comme ici, pour arriver jusqu'à nous. On est un peu perdu. Non, c'est un défaut de signalétique, d'accord, ou défaillance humaine. Et de l'autre côté, c'est quoi cette nostalgie romantique? Mais alors, c'est un romantisme nauséabond, hein. C'est une image d'Épinal. C'est pas le romantisme noir, un peu suicidaire qu'on aime bien. Non, pas du tout. Bon, en revanche, parler d'habillement en ville et de genre, c'est tout de suite être confronté à cette question d'un modus operandi, d'une façon de faire spécifique. Et j'ai posé la question à des gens, mais qu'est-ce que vous faites? Tout le monde le dit spontanément, s'habiller pour aller travailler, s'habiller pour vivre, c'est aussi, à un moment donné, s'habiller pour ne pas être violé. C'est s'habiller pour ne pas être agressé, sifflé, tripoté, tâté, maté, palpé, secoué, dominé, oppressé. C'est aussi ça la réalité. Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous le voyez, il y a les shirts. Il y a les jeunes filles qui montrent leurs shirts. Donc, c'est des chemises qu'elles mettent pour le métro. Et ça se fait dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. C'est-à-dire que le problème, il n'est pas que chez nous, hein. C'est peut-être un problème international, semble-t-il. J'ironise, on est d'accord. C'est un problème général, hein. C'est un problème de l'humanité. Alors, et que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, hein, parce qu'il y a aussi des hommes qui se font agresser, les personnes fragiles, les adolescents, enfin bref, tout le monde peut devenir l'objet d'une agression. Moi, ce qui m'intéresse, ce que je voudrais vous raconter en réalité, je ne vais pas vous parler de ce sujet-là. Ce n'est pas mon sujet. La question de l'insécurité ou de la sécurité ou de l'habillement pour masquer le corps, ce n'est pas mon sujet. J'ai des choses à en dire parce que quand je regarde les pratiques et que j'interroge les gens, il y a des signes, il y a des choses qui sont utilisées. Ah oui, alors on n'oublie pas ça, hein, la ville et l'affichage. J'ai rien contre les images un peu sexy pour vendre des produits, etc. Mais quand vous le mettez en affichage public, la taille des corps change la donne. On n'est pas dans un magazine. Le magazine, c'est votre lecture privée. Là, on est dans un espace public. Et alors, eux, ils n'ont pas compris qu'ils avaient fait quelque chose de sexiste et d'idiot. Bon, on n'ira pas s'habiller chez eux, c'est pas grave, on n'y allait pas de toute façon. Voilà, il y a quand même des stratégies vestimentaires ordinaires qui existent pour s'habiller et quand même être soi et se sentir libre. Alors, j'en ai noté quelques-uns, hein, je vous les énumère, mais vous les connaissez, hein. C'est des choses qu'on se partage, qu'on se dit, des trucs qu'on se donne. Le plus intéressant, à mon avis, c'est le casque audio, parce qu'il permet de créer une clôture et de dire non, je ne suis pas disponible, ne me parlez pas, je suis dans ma musique, dans mon podcast. Et beaucoup de femmes ou d'hommes qui cherchent à s'isoler ou de jeunes, finalement, n'ont même pas de musique, il n'y a même pas besoin d'en mettre, c'est juste un moyen de se protéger. Alors, il y a évidemment le sac. Vous savez, la façon de porter le sac à main change le sens du sac à main. Et un sac à main porté en avant, un sac à main porté devant soi devient un bouclier, une barrière. Et donc, il y a vraiment, pour le même sac, des portées différents en contexte urbain. Et c'est toujours intéressant à observer parce que c'est là où on voit le sens émerger. Il y a un problème et en même temps, il faut vivre.
Donc, comment on fait pour vivre? Bah, on met un manteau long, on met son sac, alors que la banane, le sac à main, enfin ce que vous voulez. Il y a une diversité de faire. C'est aussi ça qui est joli avec les pratiques vestimentaires, hein. C'est qu'il y a beaucoup de possibles. Et puis, bah, il y avait aussi le casque, comme je vous disais. Alors, moi, ce qui m'intéresse avec ce concept de genre, et je vais bien parler du concept de genre, hein, tel qu'il est défini en sciences humaines et en sciences sociales, c'est que ça permet de questionner, d'étudier et de mettre en perspective la façon, dans notre société, de construire et d'interdéfinir le masculin et le féminin. Et quand on dit le masculin et le féminin, c'est pas l'homme et la femme, hein. L'homme est défini par des valeurs masculines et des valeurs féminines. Sa façon d'être construit en tant que genre. Et ça, c'est quand même des grosses nuances. Je reviendrai sur la définition du genre tout à l'heure parce que je pense que c'est important d'y revenir, sauf que je n'utilise pas tout dans mes recherches. Donc, notre société interdéfinit masculin et féminin, et c'est ça qui m'intéresse avec le concept de genre. Ça permet d'établir des faits, d'identifier des stéréotypes. Vous en avez beaucoup parlé. Il y a tout un courant en sémiologie qui travaille sur la stéréotypie. Anne-Marie Oudebine, et ça a permis de déboucher sur des lois, par exemple, la féminisation des noms de métiers. C'est des choses qui sortent de la recherche, on établit des faits et on dit, bah non, s'il n'y a pas de mots pour dire que vous êtes autrice, vous n'êtes pas ouais, vous n'êtes pas un auteur de seconde zone, vous êtes une femme autrice. Donc on a remis le mot autrice, on dit ah non, c'est pas joli. Oui, mais le mot existait, l'Académie française l'avait fait interdire quand elle a été créée. Donc c'est là où tous les noms de métiers féminins ont été interdits autrefois par l'Académie française. Bon, voilà, ils font pas leur travail aujourd'hui. Ça, c'était évidemment sous Louis XIV. Alors on va pas polémiquer sur ça. C'est une autre époque. Mais voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même de vous souligner une chose, c'est que toute la critique aujourd'hui opérée via le prisme du genre n'est pas une critique nouvelle. Celle de la stéréotypie, celle de la façon de dire que c'est normal qu'une femme soit à la cuisine, c'est normal qu'une femme allaite, c'est normal ceci, cela, etc. C'est pas nouveau. Dans les années 60 et même bien avant, dans les années 50, il y a eu des critiques qui existaient et qui montraient que ces stéréotypes débouchaient finalement sur un processus de normalisation et de naturalisation de données culturelles. C'était un fait culturel que les femmes sont plutôt à la cuisine, mais ce n'était pas une donnée naturelle. On fait passer pour naturel ce qui ne l'était pas. Il y a la sémiologie de Roland Barthes qui parlait des mythologies, par exemple. Mais avant ou en parallèle, il y avait le nouveau roman qui montrait que la femme, c'est pas parce qu'elle a des seins qu'elle est faite pour allaiter, par exemple. Et puis elle fait ce qu'elle veut. Il y avait aussi toute une réflexion comme ça sur l'homosexualité, etc. Donc ça existait dans le nouveau roman, ça existait chez les structuralistes, donc je parle de Roland Barthes, mais ça existait aussi côté philosophie. Et aujourd'hui, on nous parle de déconstruction pour dégenrer les représentations, débusquer les stéréotypes, mais en réalité, ça existe depuis longtemps. Moi, je ne suis pas très déconstruction, moi, je suis très sémiotique et sémiologie. Je n'ai pas besoin de convoquer la différence avec un A de Derrida, ça ne m'intéresse pas. L'analyse permet d'avancer. Mais ce qu'on appelle aujourd'hui les études de genre, autrefois, ça s'appelait les études féministes. Donc ça fait 10 ans qu'on les appelle les gender studies parce que ça vient des États-Unis, mais ça existe depuis les années 70 parce qu'il y avait besoin de poser une critique et d'analyser. Moi, ces approches m'intéressent parce qu'elles permettent de poser le débat et de poser les bonnes questions et de donner des faits, d'établir des faits. C'est l'intérêt aussi de la recherche. Et il y a une impasse quand même. Il y a une impasse de fond qui avait déjà été identifiée dans les années 60-70 avec la déconstruction et la critique des stéréotypes. Est-ce qu'on change des pratiques sociales et des systèmes de croyances avec un travail de déconstruction des rôles et des processus de normalisation de ces rôles? Je ne crois pas. En réalité, déjà à l'époque, face à Roland Barthes et à d'autres qui travaillaient sur les idéologies, la critique de l'idéologie bourgeoise, de la stéréotypie, de la normalisation du rôle secondaire des femmes, etc., il y avait des auteurs, et dont un qui est fondateur dans ma discipline, qui s'appelle Algirdas Greimas, qui disait, qui répondait à Barthes, mais Monsieur Barthes, enfin, il ne parlait pas à lui, mais c'est dans un texte, on peut imaginer qu'il lui parlait, hein, ils étaient potes, d'une certaine façon. Il lui disait, on ne change pas, on ne supprime pas une mythologie en la critiquant. Ça ne marche pas. On peut changer une mythologie ou une idéologie ou un stéréotype
en proposant une autre mythologie à la place, une mythologie avec laquelle on peut vivre. Et ça, du coup, ça montre que ce débat aujourd'hui sur la déconstruction des genres, etc., bah, on reconduit la même impasse que celle des années 60. Alors, il y en a besoin, il faut qu'il y ait une critique, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais je dis juste, aïe, on n'y arrivera pas. C'est pas comme ça. Bon, après, c'est pas mon domaine. Moi, je vais vous parler de choses plus légères parce que c'est quand même intéressant. J'ai une posture, vous voyez, faut glisser en fait pour arriver à déployer. Ce qui me paraît nouveau quand même par rapport aux années 60, et c'est ce qu'on a vu avec Carole, c'est que cette critique des constructions genrées de la femme ou de l'homme, ou toutes les discriminations qui peuvent déboucher à tous les niveaux, euh, ben, elle est particulièrement audible chez les jeunes. Alors, d'un côté, il y a la consommation du porno, et il y a une culture du viol, et il y a tout ça. Mais de l'autre côté, il y a une sensibilité et une intolérance exprimée face aux discriminations, que ce soit de genre, de race, de couleur, de religion, etc. Donc, il y a quand même un appel de l'autre côté. Alors, c'était ça que je voulais dire en guise d'introduction, hein. Moi, il me semble qu'il est quand même important d'avancer et de secouer les choses en cherchant à poser le regard et à observer sur ce qui se joue au présent avec les pratiques de mode, d'habillement et comment on arrive à déjouer tout ça. Alors, peut-être qu'il est important de revenir à la définition du genre. Pour moi, le genre, c'est un outil pour observer. C'est un prisme pour analyser. Ça n'est pas une essence, hein, ce n'est pas une ontologie. C'est un outil analytique qui a une définition en général admise à 4 volets. Moi, c'est les 2 premiers qui m'intéressent parce que je ne travaille pas sur des rapports de pouvoir. Mais c'est le genre, c'est une construction sociale à un moment donné, dans une culture donnée, avec une interdéfinition du masculin et du féminin. Vous connaissez l'historien Georges Vigarello. Il a beaucoup écrit sur les hommes, sur beaucoup de sujets, et il montrait à un moment donné que ce qui définissait la construction des hommes dans les années 50, c'était le fait de ne pas exprimer les émotions et de ne pas pleurer. Et il dit, aujourd'hui, vous ne seriez pas un homme si vous n'êtes pas capable d'exprimer vos émotions. Alors, on le sait, il y a une inégalité, on va dire, linguistique entre les petits garçons et les petites filles, hein. Les petits garçons ont 3 émotions, les petites filles en ont 50. Là, il y a un axe de travail à faire en termes d'éducation qui me paraît évident. Alors j'accélère un peu, mais parce que vous voyez bien, c'est très important de montrer que le genre, en réalité, est un outil analytique contextualisé dans une culture, dans une histoire et à un moment précis. Bon, il y a les autres volets, hein, c'est un processus relationnel, et puis les rapports de pouvoir qui intéressent beaucoup les féministes et tous ceux qui sont du côté, on va dire, de la critique sociale, politique, économique. Donc voilà, mais ça relève d'autres domaines que les miens. Moi, je travaille sur des textes, des images, des objets, hein. Les rapports de pouvoir, je les laisse aux sociologues. On fait quoi avec ça? On fait quoi avec sa définition quand on analyse des habits et des gens qui s'habillent? En quoi ce prisme est utile pour un sémiologue de la mode? Bah déjà, on gagne en précision. Vous comprenez que quand j'emploie le mot genre et que j'analyse des pratiques genrées, je ne suis pas dans un discours médiatique, je ne suis pas du côté de la langue courante, où le mot vient un peu vite, et des fois, on l'emploie à la place de sexe. Vous voyez, on dit genre, alors qu'il s'agit à proprement parler de sexe biologique. Je me méfie un peu du langage courant parce que ça crée de l'ambivalence. Et puis, bah, ça permet de dire, bon, bah, les expressions comme l'habillement féminin, la part féminine, la part masculine en chacun, les représentations des femmes dans nos sociétés, bah, c'est pas ça qui m'intéresse. Ça, c'est des expressions, c'est pas précis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ces éléments de sens sont incorporés. Il y a des théories de l'embodiment. On incorpore des stéréotypes, on incorpore des croyances, mais on incorpore aussi des choses nouvelles ou positives. Alors, ce qui m'intéresse, bah, c'est bien de travailler sur des relations de sens et de questionner les représentations pour voir ce qui se passe. Moi, il y a un objet en particulier qui m'intéresse. Et je dis que c'est un objet, c'est pas un objet unisexe déjà. J'ai beaucoup travaillé sur la mode unisexe, hein, et c'est pas très intéressant en réalité quand on creuse. Mais fallait voir ce que ça donne. C'est pour finir tous en jogging et en t-shirt. Voilà, c'est pas ça qui est palpitant. La basket, je considère ça comme un objet tout sexe, finalement. Et ce qui est génial, c'est que cet objet permet de comprendre le paradigme de la mode qui est en train de changer actuellement. On passe du chic, d'un paradigme ancré dans l'élégance, à un paradigme où le cool émerge. Et cette valeur-là,
touche à notre sujet du genre en réalité. Parce que ça permet de mettre en avant des notions, au départ des valeurs plutôt masculines, de performance, de mouvement, mais qui très vite permettent d'exprimer aussi des valeurs féminines. Euh, je parle de valeurs culturelles, hein, plutôt le confort, le cocon. Et donc, du coup, on se retrouve avec des valeurs masculines sportives qui deviennent transgressives et permettent à des femmes euh, de gagner en liberté, en réalité, et en mouvement. Et ça devient un indice de quelque chose d'autre. Et c'est ça qui m'intéresse dans le concept de genre. C'est pas de dire, bah, si vous portez des baskets, vous êtes genré ou pas genré. Ou ça. Non, c'est de se dire, tiens, un objet a priori plutôt sportif, plutôt avec des valeurs masculines, hein, performance, rapidité, devient un objet du quotidien, un allié de chacun, et un allié notamment des femmes, avec tout ce que ça peut avoir de connotations supplémentaires, parce que quand vous parlez avec les femmes, c'est intéressant. Et c'est pas que chez les jeunes. Et c'est là aussi notre sujet des jeunes retrouve tout le monde. Les âges de la vie, c'est un ruban de Mébius. Donc, on voit des personnes âgées, des personnes jeunes, un peu tout le monde avec des baskets. C'est le nouveau paradigme de la mode, le cool. Alors, sur le cool, on peut regarder quelques slides, hein, quelques photos. J'avais pris des looks, voilà, j'avais beaucoup travaillé sur des jeunes, donc ils ont moins de 25 ans, je les ai interrogés. La basket, évidemment, importante, et puis on mélange les mix. Vous voyez, il y a du vintage. Alors, quand vous posez la question du vintage à des jeunes encore plus jeunes, ça fait peur parce que une gamine comme ça, 15 ans, me racontait qu'elle portait des jeans vintage. Alors on lui demande, mais ça veut dire quoi? Et elle vous dit, un jean vintage, c'est un jean taille basse. Mais elle me dit, mais pas plus vieux que les années 2000. Vintage, c'est les années 2000 pour elle. Sinon, c'est vieux. Et là, on est là, mais oui, d'accord, c'est le retour de Britney Spears. Bon, voilà. Il y a des éléments aussi intéressants quand on commence à analyser les pratiques vestimentaires et à poser les questions aux gens sur, par exemple, l'hyper ou l'ultra glamour, l'ultra sophistication, qui existent en même temps. Ça n'est pas une contradiction du cool. Ce qui n'est pas cool, c'est le glamour. Mais l'ultra glamour, l'ultra sophistication. Alors, chez les garçons, il y a aussi l'ultra bodybuildé et l'ultra sportif. Vous voyez, on pousse, mais c'est ça qui est cool. C'est d'aller au bout. On est dans un excès de quelque chose. On n'est pas un ventre mou. Donc ça, c'est aussi l'analyse genrée nous permet de comprendre que ça participe de même système de valeurs, même si les signes et les figures sont radicalement différentes. Alors, j'avais quelques citations de jeunes, plus jeunes à partager avec vous, hein. Donc, il y avait cette jeune fille qui me racontait qu'elle alternait justement, qu'elle faisait à sa guise en fonction de qui elle était chaque jour ou de ce qu'elle avait envie d'exprimer de sa personne au jour le jour. Et elle alternait ultra glamour. Et quand je dis ultra glamour, c'est des silhouettes, des tenues moulantes, avec, vous savez, des zones du corps dénudées. Ça se voit beaucoup chez les couturiers, hein. On aurait pu parler des couturiers, tiens. Et certains jours, non, elle est en jean basket ou carrément en jogging. Certains jours, 3 heures de maquillage, d'autres jours, rien, sans filtre. Et puis, il y a du coup la petite, hein, ce que je vous dis, j'aime les jeans vintage, taille basse. Donc, vous avez noté que c'est vintage années 2000. Donc, ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce qu'on était né en 2000. Et puis finalement, le dernier que je trouvais très intéressant aussi, quand on pose la question, un jeune homme qui m'a dit, alors cette phrase à la syntaxe improbable, je m'habille d'où je suis. Et je trouve ça fantastique. Alors du coup, j'ai envie de lui dire, mais t'es qui? Et t'es où? Je m'habille d'où je suis. Et là, en fait, il explique que, en fonction de la ville ou du quartier, des gens qu'il rencontre, il change son habit. Alors, il n'a pas un éventail stylistique très large, mais c'est pas tout à fait les mêmes choses. Et ça m'a rappelé une dame que j'avais rencontrée à Londres, qui me disait, elle habite à Londres, Paris et Bruxelles. Elle me dit, j'ai pas de problème, les habits vont dans chacune des villes. Mon problème, en termes de mobilité, c'est les accessoires. Les accessoires disent que je suis de telle ville et pas de telle autre. Et donc, du coup, il y a cette question à un moment donné par rapport au cool ou par rapport à la mobilité ou l'habillement, de l'ancrage local. Et là, c'est peut-être là que je vais terminer sur ça, hein, puisque finalement, j'ai quand même dit beaucoup de choses. On aurait pu parler pendant des heures. Il y a une petite question que j'avais à poser. En réalité, quand on analyse les pratiques vestimentaires en ville au prisme du genre, on en vient très vite à la question de c'est quoi la ville? La citation « je m'habille d'où je suis » pose la question
de l'ubiquité, de la temporalité, de la spatialité, et de se dire, bah oui, mais s'habiller à Paris, c'est pas s'habiller à Dieppe. Et s'habiller à Paris à 14 heures, c'est pas s'habiller à Paris à 23 heures ou à 4 heures du matin. Et c'est là où il y a une vraie question qui vous revient comme un boomerang, Antonella et Fiona. C'est quoi la finalité de la ville? Vous voyez, en termes de purpose, de raison d'être. Quand je dis finalité, c'est au sens philosophique. C'est quoi? C'est votre rationalité d'ingénieur avec du monumental qui écrase les corps dans des espaces impersonnels et déshumanisants? C'est cette espèce à l'opposé de nostalgie avec des pavés et des arbres affreux, où tout à coup on se dit on est dans un imaginaire, une fiction. Bon, j'avais quand même une toute petite conclusion sur les jeunes, parce qu'on se pose la question, donc j'ai constaté une quête d'unicité, d'originalité et d'iconicité. Et ce qui me paraît inquiétant, c'est vraiment ce rapport finalement, au-delà de la ressemblance, hein, en fait, finalement, l'appartenance à un groupe, jouer sur les codes pour se différencier à l'intérieur de son groupe, c'est pas très nouveau. Ce qui m'inquiète, c'est l'iconicité, la quête d'iconicité à tout prix, et notamment en raison des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on ne devient qu'une image. Et si on est une image, on est prisonnier, on est figé. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, merci. Alors, avant de passer la parole, parce que ce qui est intéressant, je l'ai dit, c'est l'échange, là, je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Je vais peut-être enchaîner par une réponse et puis juste deux choses. La question, elle est très intéressante et ça me parle beaucoup parce qu'en effet, on l'a dit lors d'une séance précédente, je m'occupe du parcours art du master études sur les genres pariens avec Barbara Formis, qui effectivement voilà, était là. Et quand j'ai fait mon premier cours, comme ce master s'adresse aux étudiants de Paris 1, donc pas des architectes urbanistes, j'avais tout préparé. Et puis voilà, je prépare, je fais d'abord ça. Et en effet, arrivant à ce premier cours, parce que le master est très récent, j'étais prise de panique parce que ça s'appelle la ville au prisme des genres. Et j'ai dit, mais comment je vais expliquer la ville à des personnes qui sont ni architectes ni urbanistes, c'est-à-dire qui n'ont pas cette culture vraiment parce qu'on est là-dedans. Comment je fais pour expliquer qu'est-ce que c'est la ville? Et donc, je ne peux vraiment pas répondre à la question parce que j'ai esquivé effectivement par 1000 choses, par 1000 références à des sociologues et des géographes et tout ça, mais la question de qu'est-ce que c'est la ville et puis quelle est sa finalité justement et surtout aujourd'hui, mais depuis toujours, c'est extrêmement compliqué, mais en tout cas, il y a quelque chose de social. Peut-être une petite chose, parce que on se l'est déjà posé cette question et puis on chemine au fur et à mesure que les séances se font sur la question de ramener aux études féministes ou à la question, on va dire, des sexes. On s'est posé cette question et là, pour le coup, chacun a son parcours et je lâche le micro. Moi, je sais que j'ai beaucoup évolué. Parce qu'au début, je le pensais et finalement, je me dis, il y a peut-être, mais on verra, une diversité de visions qui se font. Mais en effet, c'est ce que vous dites dans l'inter, parce qu'en effet, vous dites que c'est interdéfinitif et qu'il y a relation entre cette définition des sexes hommes-femmes. En effet, dire genre, c'est peut-être dire tout ce qu'il y a entre les deux dans cette inter. Et que, voilà, non, mais c'est juste pour dire pourquoi finalement on a choisi genre, même si on ramène souvent à des choses qui ont été déjà travaillées, mais parce qu'il fallait finalement une manière de nommer pour ne pas laisser dans le déni tout ce déni, ça se comprend voilà, avec mon accent, tout ce qu'il y a entre les deux. C'était vraiment ça. Donc, c'est bien peut-être d'y revenir 2 ans après pour le questionner avec voilà, ce regard. Et donc, merci à tous les trois. Et maintenant, j'apporte le micro. Qui veut poser des questions? Il y a quand même quelques questions ou remarques, comme d'habitude. Ça peut être juste une impression par rapport à ce qu'on a entendu. Non? Oh, si, quand même. Non, pas du tout.
Oui, ou même répondre à la question de... Ah bah, Carole reprend la parole. Sauf si quelqu'un avait une question, parce que comme je vois pas le public, je... Ok. En fait, ma question générale vraiment à tout le monde, c'est en fait, quelle échelle de la ville? Parce que je ne sais pas si vous êtes tous parisiens, parisiennes, mais moi je ne le suis pas du tout et je travaille dans une toute petite université à la montagne et j'habite dans une toute petite ville, en Picardie et du coup, de quelle ville on parle? C'est-à-dire que, voilà, c'est ma question, ma 1re question. C'est-à-dire, est-ce que, là, dans même, la mode, par exemple, voilà, est-ce qu'on parle que de grandes villes? Est-ce que parce que la question des accessoires, ici, les accessoires où j'habite, c'est un Eastpak et puis c'est tout pour les ados, hein. Il y a pas grand-chose de plus. Les baskets aussi, hein. Alors moi, je précise juste, je suis un sémiologue de la mode du sud-ouest et j'habite dans une toute petite ville tout au nord de la Normandie, quoi. J'habite à Dieppe. Mais évidemment, la question se pose. C'est pour ça que quand je pose la question de la ville, en fait, on devrait dire de chaque ville. Parce que s'habiller à Paris, c'est pas s'habiller en France. C'est pas s'habiller en banlieue ou c'est pas s'habiller à Bordeaux. Hein. Vous savez, on va mettre des petites sébagots et un petit pull sur les épaules. Voilà, on sait qu'on est à Bordeaux, quoi. Mais ça, c'est une vraie question parce que c'est ça la question que je voulais poser à la fin. Le genre, finalement, finit par nous amener à la question de c'est quoi la finalité de la ville? Pourquoi on vit ensemble? Pour qu'il y en ait certains qui soient des prédateurs des autres, pour des valeurs très masculines d'un point de vue du genre, à savoir la performance, ou pour des valeurs plus féminines sur le mode de l'empathie ou de l'épanouissement, par exemple. Ça pourrait être une question. Ça changerait, je pense, l'urbanisme et l'architecture de beaucoup de bâtiments. Est-ce qu'il y a... Non, toujours pas de remarques, même de critiques, hein. On est tout à fait prête, hein. Hmm. Bonsoir, très intéressant tout ça. Et une petite question pour Carole. Et parce que j'étais très interpellée par la vidéo que vous avez montrée, exactement cette idée de bah, la performance qui est devenue une agression. Et du coup, je pensais, est-ce que c'est l'unique exemple qu'on a? Est-ce que cette expérience, elle a été reproduite à d'autres endroits, à d'autres moments? Euh, Simplement parce que je contextualise, je suis brésilienne, je viens de rentrer du Brésil et surtout, là, ça faisait plus d'1 an que j'étais pas allée et la quantité des gens différents, habillés de façon qui ici, ça pourrait être vraiment hyper extravagante, mais à Rio, les gens, ils regardaient même pas, ils calculaient même pas. Autant dans la journée que le soir, j'étais que dans des petits endroits safe, disons, mais des centres-villes, des endroits proches de bars et de restaurants. euh, et donc, voilà, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est un décalage de temps, si c'est un décalage d'espace. Donc ça m'a énormément interpellée. Ben, merci beaucoup pour, votre remarque et effectivement, alors j'ai un de mes collègues doctorants qui fait sa thèse, sur les corps queer et qui fait sa thèse justement à São Paulo, enfin en tout cas une partie et Ah, qui je a dis la pas du tout même, que São Paulo, c'est un endroit safe pour les queers, là, mais c'est à des et moments, ben, voilà, cette façon de s'habiller, voilà, mmh, c'était plus ben, en fait, acceptable. il fait la même remarque que vous, c'est-à-dire que les corps, en tout cas bien plus qu'à Paris, ben, quand il rentre en France, il sent ce décalage, très, très important, sur les corps. Mais pour vous répondre pour la performance, les artistes ont été très, très traumatisés, hein, ça revient dans beaucoup d'interviews, de ce qui s'est passé.
Et donc, elles n'ont jamais reproduit cette performance. Alors, il y en a d'autres, mais comme elles sont, alors pas de Sydney Pierce, mais comme elles sont très encadrées dans un musée, etc., du coup, il y a pas cette prise directe comme ça, inattendue dans l'espace public. Donc, je ne peux pas vous répondre. En tout cas, concernant les artistes, elles n'ont plus jamais recommencé. Et Sydney Pierce travaille plus particulièrement maintenant à mettre en place alors soit que sur Instagram, soit elle s'habille de dispositifs technologiques où on voit qu'elle est en train d'être filmée en direct, maintenant quand elle fait des performances. D'accord. Donc, Merci. mais votre question, elle est vraiment intéressante parce que est-ce que justement c'est l'époque? Est-ce qu'en en quelques années, parce qu'il y a 10 ans là d'écart quand même, hein, donc oui, ça a peut-être évolué, bon. J'habite dans une ville qui est à Saint-Denis et en journée, on va voir côte à côte des jeunes filles entièrement voilées et à côté, on va voir plutôt des filles d'origine africaine qui sont très dénudées, on va dire, dans une mode un peu brésilienne et ça cohabite bien. Mais par contre, à partir de la nuit, il y a plus de femmes dans l'espace public, c'est fini. Et moi, j'ai eu l'expérience où, il y a quelques années, j'attendais un ami, Franck Ndegla, pour aller au cinéma et des garçons sont venus me voir. Ils pensaient que j'étais vraiment emmitouflée, j'avais mon manteau, mon bonnet et tout, mais j'étais la seule femme dans l'espace public. Et il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui pensait que j'étais une prostituée et qui m'a demandé la passe. Donc je lui ai dit, excuse-moi, tu as 20 ans, tu pourrais être mon fils, tu es complètement dingue. Et en plus, comme moi j'avais longtemps vécu à Pigalle, ça m'a super surprise parce qu'à Pigalle, en fait, en 20 ans à Pigalle, personne m'avait demandé si j'étais une prostituée par mon mode d'habillement ou le soir. Mais à Saint-Denis, si vous êtes rue de la République et vous êtes une femme même en mitouflée, euh, pour les hommes, c'est sûr que vous êtes une prostituée même en bonne mère de famille. Donc c'est aussi là où on se place dans la ville, dans les choses. Après, dans la banlieue, ben, j'ai des amis qui ont des stratégies. Les filles sont voilées et dès qu'elles sortent de chez elles, elles achètent des vêtements. Quand on va dans la rue de Saint-Denis, quand on voit les vêtements, alors il y a quelques magasins pour des femmes qui veulent être en habit traditionnel, enfin un certain style d'habit traditionnel. Mais après, il y a surtout des magasins de chinois où elles rentrent et c'est des petits sous-vêtements, des talons aiguilles. Enfin, on se demande comment elles s'habillent chez elles parce que c'est vraiment c'est disproportionné. Et donc, moi, dans cette rue, elle m'interroge énormément sur les questions vestimentaires et les filles ont plutôt, enfin, le vêtement qu'on vend dans les magasins, c'est plutôt comme la personne qui était dans votre performance qu'autre chose. Donc, mais je ne sais pas trop quand elles les mettent. Alors, peut-être pour ouvrir vers peut-être une question, une remarque, ce qui est effectivement frappant, c'est vraiment la différence de traitement entre l'espace de la ville, qui est un espace agressif, et sauf quelques, mais même les endroits qui sont considérés comme des espaces de repos peuvent se transformer en quelque chose d'agressif à partir du moment où on est dans l'ouvert. Et par contre, le soin, quelque part, qu'on réserve aux espaces intérieurs. Et c'est vrai qu'il y a là pour moi un décalage qui est difficile à dépasser, c'est-à-dire finalement, je connais très peu d'espaces urbains dans lesquels, par exemple, on est déployé toute la finesse qu'on peut mettre dans une expérimentation qui est, bon, là, c'était un cas particulier d'un espace effectivement de soins, mais ça peut être aussi dans des logements, il y a une réflexion qui est faite, ou dans l'habitat intergénérationnel, il y a des architectes qui essayent de voir comment faire cohabiter. Et donc, il y a vraiment une forme d'attention, sinon de soins, qui est mise dans un espace intérieur. Et c'est vrai qu'il y a peu d'exemples, donc si vous en connaissez, l'exemple sera bienvenu, d'espace extérieur. Donc la ville, en effet, peut-être la ville au prisme des genres, c'est vrai que c'est venu au début de ce sentiment
je ne veux pas dire de sécurité, mais ce sentiment de non-soin quelque part. Hein. Et d'ailleurs, très vite, la question du cœur, elle est revenue par l'espace de la ville, par son absence. Donc, il y a vraiment une absence de réflexion sur l'intimité qui devrait être nécessaire en ville, qui est une vraie question. Donc, je ne sais pas si ça vous interpelle. Moi, ça me fait penser à désolée, je suis un petit peu malade. Donc, ce que je vais dire, ça va peut-être paraître misandre pour la plupart des personnes, mais c'est des chiffres. En fait, la plupart des architectes qui ont construit les villes dans lesquelles on vit sont des hommes. Même si les écoles d'architecture s'ouvrent de plus en plus à l'adhésion d'étudiantes femmes, je crois que les chiffres en France, c'est 20% des architectes sont des hommes. Donc, je trouve que c'est une bonne réponse à votre question qui explique en fait que ce soit construit par rapport à des besoins qui ont été établis par des hommes pour des hommes. Et voilà. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une conversation avec les gens qui s'occupent de la fondation L'Oréal UNESCO. Donc, c'est justement pour la science et les femmes. Et elle nous racontait que c'est catastrophique l'état de la société pour les femmes et la science, parce qu'il y a de tels stéréotypes et de telles pressions que les femmes s'enfuient, en fait. Elles fuient. Et la réforme du bac, il n'y a pas longtemps, qui permettait de ne plus avoir de mathématiques, par exemple, a fait que les filles ont fui les filières mathématiques et ont supprimé les maths. Et elles expliquaient, ces personnes-là, il va falloir 10 ans de prévention et d'éducation pour faire revenir les filles. Sauf qu'on a un problème, les filles sont meilleures en maths que les mecs, significativement. Et les écoles d'ingénieurs, comme les écoles d'architecture, ou comme toutes les écoles où il y a maths sup, maths spé, s'il n'y a que des mecs, on n'a pas les meilleurs. Et vous voyez, le problème du talent, il est là. Alors peut-être une anecdote parce que c'est des observations récentes qui ont été faites. Donc, juste une précision, c'est encore pire chez les architectes parce qu'effectivement, dans les écoles d'ingénieurs, je pense qu'il y a encore plus d'élèves hommes. Dans les écoles d'architecture, la bascule s'est opérée, il y a plus de femmes. Mais quand on passe dans la vie professionnelle, ça reste effectivement plutôt un métier d'hommes. Mais sinon, pour revenir au jeu, c'est assez drôle, même si c'est assez triste. Il y a les jeux qui sont destinés aux enfants de 6-7 ans de chimistes. Et donc, il y a en effet des différences, notamment aux États-Unis. Le même producteur de jeux fait le jeu qui est genré dans le sens où quand le petit chimiste est un homme, il y a des expériences effectivement sur les trucs un peu volcaniques, voilà. Et quand c'est les filles, c'est plutôt sur comment se fabriquer un lipstick, par exemple. Donc, c'est une manipulation chimique aussi, mais voilà, mais la destination n'est pas la même. Et du coup, effectivement, ça se construit au quotidien, parce que je reviens en arrière. C'est vrai que les jouets n'étaient pas genrés jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, et c'est après, avec effectivement l'hyperproduction, effectivement le marketing, qui s'appelait pas marketing tout à fait, que c'est créé effectivement même quelque chose qui est voilà, le gender marketing et le kid marketing. Voilà, c'est juste... Absolument, absolument. C'était même l'inverse avant, tout à fait. Tu fais bien de le rappeler parce que c'est la base, quelque part, de la couleur. Ah, non? Parce que pardon. Enfin, les filles à qui on offrait des poupées, ça date quand même de bien avant les années 50. Enfin, Les poupées, alors les poupées, oui, oui, les poupées, bien sûr, mais la poupée, typiquement, n'était pas genrée. C'est-à-dire, il y avait des garçons, il y a vraiment des études de sociologues qui montrent que les garçons pouvaient jouer avec la poupée à partir, on va dire, de l'entrée dans la modernité, on va dire la modernité des années 50-60. la société de consommation, en somme. Voilà, absolument. Il y a une vraie
comment dire, une vraie destination, par exemple, de la poupée, au point de conditionner les parents et dans des choses extrêmement récentes. Par exemple, c'est alors Anna Fausto Sterling, dans son livre Sexing the Body, elle montre bien qu'en effet, c'est même les parents quand un garçon aujourd'hui joue avec une poupée, ils arrachent la poupée, alors que pour les filles, il y a un peu plus de tolérance, donc elles peuvent jouer avec des mécanos ou autre chose. Donc, effectivement, après, c'est le conditionnement du marketing, de la consommation. Du côté des petites filles, Elena Giannini Bellotti, ça fait Absolument, longtemps. 73, livre mythique, absolument. C'est le livre voilà, de référence. Est-ce que je peux, si personne, ou April, pas de souci. Oui, vas-y, Carole. Vas-y, Carole. Oui, en fait, je voulais juste rebondir sur deux choses sur les jeux de société, puisque j'avais commencé un travail, et notamment avec mes étudiants, sur les jeux de société aujourd'hui collaboratifs. C'est-à-dire que le genre, il se déconstruit d'un côté, mais il continue de l'autre. C'est-à-dire qu'après la mode enfin la mode, non, pardon. Après la période du Covid, il y a eu la mode vraiment des jeux de société, et notamment des jeux de société collaboratifs. Et dans le design de ces jeux et dans la jouabilité, c'est toujours des histoires qui sont liées à soit des pirates, soit dans l'espace. C'est toujours des mondes qui sont d'abord pour les garçons, les personnages. Alors, ils font des petits efforts hein, quand même. Ils mettent des femmes médecins parfois. Et puis, ils font aussi des efforts sur la racisation voilà, des possibles personnages qu'on peut incarner. Mais dans les jeux collaboratifs, ils ont vraiment reproduit exactement le fait que c'est destiné à des garçons. Il y a, semble-t-il, que des garçons qui jouent à ces jeux. On n'a pas de jeu collaboratif intéressant, intelligent, qui demande des mécaniques de jeu comme ça, stratégiques. Ou par exemple, ce serait sur l'environnement, ou alors, je sais pas, même sur les princesses, hein, pourquoi pas, ou les princes, enfin, voilà, des contes. Voilà, c'était juste pour rebondir que la suite continue toujours, en fait. Voilà. Il n'y avait pas de remarques autres? Non, je mal vu tout à l'heure. Non? Bon, ben, donc on va clore cette soirée. Je vous remercie tous. Et donc, le prochain rendez-vous, c'est le 7, je l'avais noté, mais je ne sais plus où est ma feuille. Donc, c'est à 18h. Le 7 février à 18h. Une reprise sur la ville intersectionnelle, pour arriver à une troisième année de définition des... Ouais. Merci.